nous habite tous et ce qu'elle peut nous apporter est unique dans ce qui avait été annoncé dans le temps long et en cours. Une des réticences que moi j'avais, c'est que dans le temps long, on peut souvent oublier l'histoire, la noyer, et surtout noyer les révolutions dans le temps long. Voilà. Or, ce que vous faites, enfin, ce que tu fais, c'est-à-dire que dans le temps long, ça explique le moment, ça explique quelque chose, dans le cas de la commune, une révolution. Voilà, donc, c'est pas noyer la révolution, c'est vous voyez la faire émerger, l'expliquer, voir ce qui explose, la richesse de cette révolution. Et c'est une vraie révolution. Au même titre que la grande révolution, qui peut être la plus grande, elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres, notamment tenir la commune, et surtout la commune, porteur de possibles, porteur, enrichi par le passé, porteur aussi de tout ce passé, du temps long, mais au lieu de l'anéantir, ce temps long fait vivre quelque chose de nouveau, ouvre sur des possibles, plein de possibles, autrement dit, ouvre sur l'avenir, et aujourd'hui, voilà, je crois qu'aujourd'hui, elle nous questionne. Et ce que vous venez de questionner énormément aussi, parce que je crois que vous avez beaucoup de questions, parce que la parole vous revient, ça peut être aussi des réactions, des commentaires. Enfin, si vous avez, avec deux historiens, des questions concernant ce qui nous ont apporté de si intéressant et de si pertinent ce soir, et qui ne fait que enrichir nos réflexions et nos connaissances sur cette commune qui est la nôtre. Des questions, simplement, des réactions, et des émergences d'émotions. Voilà. On regarde. Oui. Je voudrais savoir de quel genre sont les documents. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Alors, de quel genre sont les documents qui attestent que les communards ont détruit des églises? On n'a pas entendu la fin. Est-ce que les communards ont détruit les églises? Oui. Oui, ils ne détruisent pas les églises, ils détruisent l'intérieur des églises. Oui, la question c'est quels sont les documents qui attestent que les communards ont détruit les églises. En fait, oui, j'ai l'impression qu'ils ont détruit l'intérieur des églises, pas les bâtiments eux, parce que souvent les transforment en club pour transformer un lieu de parole divine qui est du haut du galiot vers le bas en parole populaire. Alors, les documents. Il y a ceux dont il faut se méfier et ceux dont on a l'impression. Ceux dont il faut se méfier, c'est ce qu'on fait dire à la commune après l'événement, ce qu'on en dit du côté de Versailles. Mais en fait, moi je suis allé aux archives de l'archevêché. Dans les archives de l'archevêché, il y a ce qu'on appelle les fabriques. Les fabriques, ce sont ces lieux où les gens dessinent ce qu'ils vont faire de l'argent de la paroisse et on retrouve un état de destruction. Ensuite, simplement, il faut les remplacer. Donc là, on a l'état assez précis des destructions. Après, vous avez les communards qui sont en vente eux aussi. L'un de ceux qui participent le plus à ces destructions des intérieurs de l'église, c'est un dessinateur qui est membre du comité de vigilance du 18e arrondissement, qui s'appelle Benjamin Lemoussu, et on le retrouve à la tête d'un petit groupe de gardes nationaux dans la mise à mal de beaucoup d'églises, et donc qui se vantent assez ouvertement. Donc avec ces deux éléments-là, on arrive à avoir une vision assez précise. Oui, en les croisant. Après, moi, en réalité, j'ai complété à partir des archives de l'archevêché des travaux qui existaient déjà. Il y a un mémoire de maîtrise qui porte sur ces destructions. Mais c'est vrai que comme il utilise uniquement les journaux, certaines sont vraies, d'autres ne sont pas réellement. C'est pour ça qu'il faut toujours croiser les archives. Oui, vas-y. Moi, je vous remercie sur cette conférence, mais au regard de ce qui se passe aujourd'hui, parce que là, vous nous avez parlé du passé long et jusqu'au Moyen-Âge, on est aujourd'hui dans une période historique dont il y a effectivement des fils qui se rejoignent. Ces gilets jaunes, ils nous disent aussi quelque chose aujourd'hui, ils nous interpellent. J'aimerais bien avoir votre avis de citoyens d'aujourd'hui. Sur le même sujet, la ministre
les gens déposent les cahiers de doléances. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Et elle-même était intéressée par ce que ça, c'est mon niveau là, on s'arrêter là sur l'actualité présente. Vous l'avez dit vous-même. Vous répétez la question. Oui, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe aujourd'hui avec ce mouvement des Gilets jaunes? La plupart des chercheurs sont un peu mal à l'aise parce qu'ils ont tous un avis et l'avis est toujours contredit le jour d'après. C'est intéressant parce qu'on a un mouvement qui se mute totalement sous nos yeux. On a essayé, avec je rapproche un petit peu, c'est là, comme ça, ouais. Qu'on a essayé de délégitimer avec les moyens assez classiques de légitimation des mouvements sociaux, mais que ça n'a pas marché, alors que ces dernières années ça avait plutôt marché. Là, ça a été fait retour. Et un mouvement dont on n'a pas une tête précise, ce qui fait qu'on peut lui faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Et en même temps, on est là, puisqu'on parlait du temps, des fameuses émeutes antifiscales, la revendication de la dignité du citoyen, la colère contre, parce que c'est quand même ça, les gens sont pas complètement stupides, le fait que le pourcentage des plus riches gagne de l'argent alors que tout le reste de la société personnelle française à l'échelle mondiale en perd. À un moment, ces éléments-là qui sont effectivement vieux comme les révoltes médicales, les gens ne se trompent pas sur la signification qu'ils donnent à leur propre mouvement. La grande erreur serait de penser que c'est un mouvement qui n'a pas de signification politique. L'autre erreur serait de penser que nous, en tant que chercheurs, on a la signification politique de ce mouvement. Pour l'instant, je ne sais rien. Je l'observe, je n'en fais pas partie. Je ne vois que ce que je vois quasiment à la télé ou sur Internet. Donc je ne suis pas spécialement bien placé pour dire ce qui est en train de se passer. Mais ce que je peux dire, c'est que si on s'intéresse à ces questions de longue durée, il se passe quelque chose qui a réellement du sens dans ce mouvement. Et c'est très impressionnant de voir la manière dont tous les pronostics sont déjoués jour après jour. On verra ce qui se passe. Je vous rappelle que le mouvement Nuit debout était censé durer 24 heures, ça a duré 3 mois. Il se passe et c'est une expérience qui était proche de Paris. Ils avaient même rebaptisé la place de la République, place de la République de Paris. Donc, il y a des formes du politique aujourd'hui. Moi, je suis très prudent sur leur interprétation parce que il faudrait que je réfléchisse un peu plus. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est des formes du politique qui sont chargées de sens et qui sont liées à la définition de la dignité d'un citoyen en République. Ce qui est déjà pas mal. Je peux pas répondre à Paris ont été brûlés, les archives de Paris ont été brûlés. Oui. On en parle. Oui, non, je veux simplement réagir par rapport à... Actuellement, je fais des recherches sur des enfants de M. Chevalier. Les enfants sont nés en 1838 et 1855. On ne trouve pas le fédéral de naissance. Oui, je vous répondrai après. Oui, moi je veux simplement dire, simplement par rapport aux Gilets jaunes, mais pas seulement par rapport aux Gilets jaunes, et sur la très longue durée que tu évoquais, bon, peut-être nuancer, tous les répertoires d'action ne passent, car à un certain nombre de moments, les choses disparaissent. Donc, moi j'avais fait une conférence au Petit Palais juste avant les vacances, sur une comparaison de 68 et de 71 en partie, et en prenant les caractères en partie, tu as été là, les caricatures, les images de 68 et de 71. Et alors là, je ne les ai pas montrées parce que ce n'était pas mon objet, mais la principale caricature, je suis un peu quantitativiste par exemple, c'est connu, mais massivement, c'est effectivement la caricature, je schématise, pas l'appeler autrement, mais ce serait la caricature anticléricale. Si je voulais vous montrer des dizaines de caricatures, c'est des caricatures d'extrême violence anticléricale. Ce que tu disais sur les curés pédophiles, etc., les enfermements de jeunes filles, les assassinats par les curés, des enfants, etc. Il y a des caricatures de violence extrême. Et ça, vous ne le trouvez absolument pas en 68. Rien. Et là, sans prévoir la suite, je peux vous dire qu'il n'y aura pas une église qui
sera attaqué et sauvagement toujours rentrer dans les églises là pour aller couper la tête d'une vierge. Non, je ne comprends pas. Après, je vous apporterai la corde autant. Mais bon, je pense que déjà ça fait déjà quelques semaines qu'on n'a rien vu de pareil. Donc il y a aussi quand même des mutations à laquelle il faut faire attention parce que tout n'est pas toujours repris parce qu'il y a des questions qui à un certain moment ne sont plus du tout les mêmes. Et donc voilà, ce qui ne signifie pas que la question du progrès, par exemple, ce qui est le sens du progrès, ne soit pas une question permanente, qui est plus complexe, peut-être que celle réduite à l'opposition progrès Église, progrès fanatisme religieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. On voit bien qu'il y a quand même des choses qui se cassent, que tout n'est pas repris, parce que les circonstances ont vraiment bouleversé le temps. Ce qui est vrai sur ces églises qui ne sont pas détruites, effectivement, c'est le mobilier qui est. Il y a eu une église brûlée, une seule, ce qui peut. Mais c'est une destruction du mobilier, mais plus de tout temps. Et effectivement, voilà, les choses vont un peu plus. Je réponds d'abord à vous, puis je réponds aux questions en répétant ce qu'elle était pour le. Sur les réparation, je ne dis pas que c'est toujours les mêmes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où certains éléments disparaissent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des éléments disparus qui reviennent des défauts. Pour la Covid, on n'a pas de destruction de l'église en 1848, parce que c'est une révolution qui est fortement empreinte de religiosité. Et sur la Commune, rejoue le répertoire d'action de la révolution, de la première révolution, sautant par-dessus ce qui avait été disparu dans la révolution précédente. C'est là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'il y a des éléments qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent, il y a des surgissements parfois inattendus en fonction des points. Bon, bref. Pour votre question, donc la question portait sur la destruction des archives par les communards et le fait, et ce qui est vrai, que quand on fait l'histoire de l'état civil parisien avant 1870, on est toujours démunis. Oui, c'est vrai que les communards ont détruit les archives, et c'est vrai que ça explique pourquoi à Paris il y a un trou assez étonnant dans les archives d'état civil. Alors vous les avez pas, par exemple, pour toutes les communes autour de Paris, où là vous avez des archives complètes. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on fait aussi porter beaucoup de chapeaux aux communards pour toute une série de destructions d'archives qui ont lieu après la commune. Il y a des destructions en 1944. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, faute de place, les archivistes détruisent des archives pour en faire. Les archives judiciaires, par exemple, à un moment, on a détruit un dossier sur 10 pour faire de la place. Donc, bon, la question des archives, c'est une question éminemment politique. Et vous savez qu'aujourd'hui, elles sont remises en cause. Il y a des politiques qui sont mises en œuvre pour limiter, soi-disant parce qu'il manquerait de place. Il faut bien de la place pour plein d'autres choses. Il faudrait choisir ce qu'on appelle des archives essentielles. Et c'est quoi une archive essentielle? Moi, en tant qu'historien, une liste de courses d'une ménagère de 1860, c'est un trésor absolu. C'est une archive essentielle, bien plus que le texte de loi. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, il y a un trou dans les états civils parisiens liés aux destructions de la commune, mais attention, on fait un peu porter le chapeau aussi aux incendies de la commune pour toute une série de destructions d'archives postérieures. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. Non, mais ils ont détruit les archives. Moi, je vais dire ça sur les propriétaires de mon immeuble. Ouais. Bon, on trouve des archives jusqu'en 1860. Et avant, ce sont des archives reconstituées. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déclaré. Donc, c'est pas possible de retrouver des personnes qui ont un nom. C'est ça. Parce que moi, je trouve que c'est dommage. C'est pas la loi
Vas-y. Vous avez, monsieur, les archives de l'archevêché qui ont été versées aux archives de Paris. Donc vous n'aurez pas d'acte de naissance, d'acte de décès, vous aurez un acte de baptême, un acte de sépulture. Donc on peut retrouver les gens. Et c'est l'acte d'état civil, c'est uniquement celui qui concernait avant 1860, c'est-à-dire le Batignolles, Belleville, Charonne, etc. ne sont pas compris dans cet état civil qui a été détruit. Je pense qu'on ne va pas discuter de la question des archives. Non seulement ça, mais c'est intéressant, mais il ne faut pas que tout le monde peut être saisiste et dire, enfin, voilà, c'est pas l'objet. Quoique, sans archives, il n'y a pas d'histoire. Enfin, l'histoire devient très problématique. Enfin, pour le moment, on en a encore. Alors, y a-t-il d'autres questions, interventions? Est-ce qu'il y a une coordination entre les différentes localités françaises, une superstructure gouvernementale, ça c'est important. Et puis, deuxième question, c'est effectivement l'impact que la commune a eu ensuite sur l'école de Paris obligatoire, le syndicat reconnu, l'association de soins, la propriété des communes, des réseaux, etc. Enfin, voilà, il y a effectivement des effets à récupérer une classe au pouvoir et qui quand même constituent des compromis. Alors c'est une question très large sur un peu le devenir ou l'avenir de la commune, c'est-à-dire ce que la commune a apporté, ce qu'elle a pu changer, son héritage, pas dans le temps long, donc qu'est-ce qui reste de la commune et comment ça peut nous interpeller aujourd'hui, nous faire comprendre les différentes temporalités qui sont sous nos yeux, nous les en train de vivre. Parce que vous avez dit, au moment de la commune, il y a un moment communal, il y a un autre moment, et ça c'est l'histoire aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments depuis la commune, et depuis la commune, donc, quel a été l'apport de la commune et des communes. Je pense que pour le deuxième temps de votre question, moi Jean-Louis Robert, ça vous a donné plus loin de répondre, c'est une question que tu connais bien. Sur la question de la coordination, c'est intéressant, parce qu'en fait, effectivement, on a parlé de la commune de Paris, en réalité, il y a d'autres communes, et des communes qui démarrent avant Paris. Lyon, Marseille, Bordeaux, Narbonne, etc. Il y en a d'autres qu'on a complètement oublié. Moi, je travaille sur la commune d'Alger, qui débute avant, qui est relancée avec la commune de Paris, qui continue un petit peu après. Donc, vous voyez, il n'y a pas que la commune de Paris. Maintenant, sur la question de la coordination, en fait, au début, les communards ont envoyé ce qu'ils appelaient des émissaires dans les différentes communes, mais ce que montrent les historiens qui ont travaillé dessus, chaque commune a sa dynamique locale. En général, la coordination est très faible, elle se fait essentiellement par écho d'informations telles qu'elles arrivent en fonction des journaux, et chaque fois, notamment c'est très net à Lyon et à Marseille, ce sont des dynamiques, c'est logique, c'est l'esprit même de la commune, hein, c'est-à-dire c'est une dynamique locale et municipale qui se revendique d'une idée républicaine plus large. Donc c'est plutôt une coexistence de plusieurs communes qui se font écho les unes aux autres que le fait qu'il y aurait une coordination en tant que telle. Après sur l'héritage de la commune, c'est compliqué parce qu'au fond chaque période réinvente un petit peu son héritage de la commune. C'est difficile de dire la commune a apporté ça, n'a apporté que ça. Ce que je voulais montrer là, c'est que les riches de plein de choses, après chaque période, c'est emparer un petit peu ce qu'elle voulait dans cette commune-là. Par exemple, le Parti communiste, lui, voyait ce qu'a apporté la commune, c'est le premier gouvernement ouvrier socialiste. Les républicains aujourd'hui vous disent que ce qu'elle a apporté, c'est l'école gratuite, laïque et obligatoire. Les féministes vous disent, ah non, ce que ça a apporté, c'est la libération de femmes, ce qui n'est pas complètement vrai. En réalité, c'est une révolution qui n'était pas très féministe. Mais il y a des figures de femmes qui interviennent à ce niveau-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque période se réapproprie la commune et voit dans la commune l'origine de ce qui lui semble intéressant à elle. Je répondrai un peu comme ça, mais je pense que je me Robert aura un autre point de vue. C'est-à-dire que, oui, on peut avoir un autre point de vue qui est celui du citoyen actuel, justement. Donc, on peut le continuer dans le sens où on peut avoir
le point de vue de l'historien qui va examiner chaque période de l'histoire qui suit la commune en s'interrogeant sur le poids de l'événement à tel moment. Hein. Et puis, on peut avoir le point de vue du citoyen actuel qui est permis. En ce sens, tout citoyen a sa façon de percevoir et de voir la commune. Et à la liberté, en dehors même de l'histoire, de dire voilà ce qu'est la commune. Hein. Et donc là, évidemment, de ce point de vue, il y a une façon très différente de pouvoir parler de la commune. Mais par rapport à ce que tu disais, effectivement, rien n'empêche non plus de prendre ces catégories, non pas seulement comme séparées, une commune ouvrière, une commune qui a fait l'école, une commune qui a fait telle et telle chose, hein, mais justement d'en avoir peut-être une vision plus large, plus, voilà. C'est certainement beaucoup plus complexe, hein. C'est un travail intellectuel et en même temps politique, puisque là on est dans une situation concrète donnée, hein, sur ce qu'est la commune. Donc j'aurais un peu tendance à dire en tant qu'ami de la commune, pas en tant que je prendrais la commune comme Clémenceau prenait la Révolution française. C'est-à-dire, on prendrait comme un bloc. Et je pense qu'il faut quand même la prendre dans sa force générale. Donc, dans sa force générale, avec évidemment les éléments qui vont ressortir au moment contemporain. Et au moment contemporain, y compris par rapport à ce qu'on disait sur les gilets jaunes tout à l'heure, il est clair que la question de la démocratie est une des questions clés dans l'art vraiment actuel. Donc, effectivement, l'enjeu et le mouvement des gilets jaunes est en plein dans tout ce qui se produit. C'est-à-dire que sur de prétention à la démocratie directe, peut-être des formes de démocratie directe, pour l'interrogation, hein, prétention ou confrontation à l'État, confrontation à l'État, au pouvoir de l'État, et donc surgissement, comme tu disais tout à l'heure, hein, avec tout ce qui est qu'est-ce qui surgit, explosion de parole, tous ces slogans qu'on voit écrits sur le dos des gilets jaunes, hein, qui seront une source extraordinaire, on verra plus tard, pour les historiens, mais la question clé, hein, c'est quand même la souveraineté du peuple. Hein, qui est la question, effectivement, de la démocratie représentative et de la question politique actuelle, comment cette démocratie représentative, elle connaît des limites, des tensions, des insuffisances qui sont aux yeux de maintenant largement au-delà de ceux qui disaient ça il y a 10-15 ans. Maintenant, quand on voit qu'une élection législative partielle, on arrive à quelque chose qui n'avait jamais été dans l'histoire, 17% de votants à un deuxième tour d'une élection législative partielle. 83% de l'abstention, c'est même pas les à 40-50%, mais là, c'est vraiment une grève civique. 16 avec les votes blancs. Oui, alors, au moins, ils ont été quelque chose, parce qu'ils n'étaient peut-être pas d'accord avec les deux candidats. Donc, comme c'est encore autre chose. Ils se retrouvaient peut-être pas ni dans. Voilà. Donc, mais par contre, 17% de votants, c'est une forme de grève civique, de dire, bon, voilà, la démocratie représentative, c'est peut-être accentué par les circonstances, hein. Mais voilà, là, on est au cœur d'un problème qui a été posé par la commune et qui est, alors après, il ne faut surtout pas idéaliser le modèle de ce qui s'est passé pendant la commune, mais
est inédit, à mon sens, dans la commune, ne se repose après que en 1917, mais ô combien de manière difficile et complexe, hein, et avec l'issue que tout le monde connaît, hein, qui est que cette démocratie directe qui fonctionne dans la commune, hein, il y a des éléments, des clubs, beaucoup de choses qui pourraient le montrer, hein, se trouve avec un gouvernement, se trouve confronté avec une forme de gouvernement. Hein. Alors là est l'originalité de la réflexion. Là est l'originalité de la réflexion, parce qu'il y a une articulation entre démocratie directe et gouvernement, entre guillemets, qui se veut démocratique. Donc il y a, c'est ni libertaire seulement, puisque on a quand même un État qui prend des décrets. Et dans la portée de la commune, les décrets, c'est très important. C'est très important. C'est pas très important au sens de ils ont pu faire ou pas eu le temps d'appliquer de ci, de ça. C'est très important parce que, comme le disait Jean-Baptiste Clément, dans un des derniers articles qu'il a écrit, les monuments de la commune, ce sont ces décrets. Les monuments de la commune, ce sont ces décrets. C'est-à-dire dans cette circulation que tu disais tout à l'heure de Paris, au-delà peut-être de cette présence passée, de cette façon dont les murs, nous sommes ici, on n'est pas plein là-dedans, et en face, il y a le magasin qui avait dû brûler sous la commune, hein, si vous vous souvenez bien, etc. Eh bien, les décrets de la commune, de celui de la séparation de l'État à celui de l'acquisition des ateliers abandonnés, à celui de la réquisition des logements vacants, à bien d'autres. Hein, ce sont les monuments du passé qui sont encore là. Et ça, c'est le gouvernement. C'est pas seulement la démocratie directe, c'est un lien. Alors voilà, je ne vais pas aller au-delà, sur ce qu'elle a réfléchi, qui est la différence que j'évoquais tout à l'heure, hein, entre 48 et la commune. Après, on peut aller au-delà, en posant les questions de la liberté. Les questions de la liberté, parce que c'est la question centrale de toute révolution. Je ne vais pas développer, mais la commune est confrontée tout de suite à que faire de nos adversaires. Peut-on laisser la presse libre qui nous salit, qui ne nous a pas, elle, laissé libre avant, puisque on a interdit nos journaux. Donc il n'y a pas de raison. Ils nous ont interdit, nous on peut bien faire pareil, puisqu'ils nous, en plus ils nous agressent, ils soutiennent nos agressions. On interdit les journaux. Dans les clubs, tout le monde ne parle pas. Vous n'allez pas dans un club lever la main, hein, devant 2 ou 3 000 personnes, en disant moi j'aime pas la commune. Non. Mais non. En vrai, si vous n'aimez pas la commune, vous n'êtes pas dans le club, dire je déteste la commune. Je suis contre. Non, c'est pas vrai. Hein?
formes de vie de la démocratie avec la question de la liberté. Donc, ça, c'est une question de rayonnement. Donc, toutes ces questions, vous voyez, elles sont au cœur des processus de démocratie, de révolution. Voilà. Alors, moi, je pense que, alors, c'est tout est difficile parce que je vais réfléchir en même temps sur le temps contemporain comme citoyen, en même temps comme historien, c'est pas toujours évident, hein, bien sûr, hein, les choses, très complexes, c'est faire par les choses, mais voilà, moi je pense que la commune, actuellement, le cœur, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, cette questionnement-là, c'est cette question de la démocratie. Dans tous ses aspects, c'est la démocratie, elle peut envoyer le social, elle peut envoyer à la souveraineté du peuple, sans oublier la liberté et les libertés. Oui, Jean, Ce qu'on est dans la démocratie, tu as dit tout à l'heure que l'institution n'était pas que la démocratie directe. Parce que finalement, c'était une démocratie de délégation, la Commune de Paris. C'était des élus, c'était un gouvernement. Il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement, ça veut pas dire que c'était une démocratie de délégation. Contrairement à d'autres structures comme l'élection centrale qui demandaient autre chose qu'une démocratie de délégation. Ce que je veux dire que dans ce cadre-là, on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de droit de pétition, contrairement aux assemblées révolutionnaires de 1792 et 93. Le droit de pétition était interdit puisque c'était, soi-disant, la démocratie directe. Deuxièmement, dans ta très belle communication de loi également, tu travailles sur les remontées des propositions et les bases populaires ne pouvaient remonter que par les élus individuellement ou par secrétariat. Il ne faut pas passer directement par le Conseil général de la commune ou par les commissions qui faisaient les décrets et les arrêtés. Donc il y avait des limites dans cette démocratie. Et les clubs, qui étaient des formidables tribunes populaires, n'avaient pas les possibilités de faire remonter leurs propositions. Elles leur venaient par le biais indirectement au Conseil général de la commune. Donc il y avait des limites dans cette démocratie qu'on dit directe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est dommage que ça ne soit pas là, mais M. Diano l'a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y a eu un socialisme d'autogestion, d'auto-organisation, un socialisme libertaire, qui est complètement occulté, moi je pense ça. C'est-à-dire que, comme cette démocratie n'était pas complètement directe, c'est les structures populaires comme les femmes, les comités centrales des arrondissements, les délégations centrales, les clubs, l'AIT, les chambres syndicales ouvrières, ont utilisé tout cet espace de liberté avec les municipalités des arrondissements pour faire de la démocratie directe, pour le faire. Alors ils l'ont fait parce que si on prend la réalité de l'origine des mesures de la Commune de Paris, décrets et arrêtés, oui, mais la grande majorité des décrets et des arrêtés qui ont été pris, elles ne faisaient que reprendre des demandes populaires datant d'avant 1970 ou jusqu'à la fondation de la Commune, pratiquement tout. L'éducation populaire gratuite obligatoire, la suppression de l'armée permanente, la laïcisation, etc. C'était des demandes populaires, des bases populaires. Ils ont eu le mérite de Conseil général de la commune de les mettre en décret et en arrêté. Certaines avec beaucoup moins de force que ce qui était demandé. Si on prend le monde qui était, les bases populaires demandaient la suppression du monde qui était. Le Conseil général de la commune a la base des 20 francs. Il y a eu des actions propres. Excuse-moi, je veux savoir, est-ce que tout le monde m'entend? Il y a eu aussi une mesure totalement c'est la mesure du mandat impératif. Il n'y a eu aucun décret, aucun arrêté qui a mis le mandat impératif. Donc ça vient venir ici prendre un micro. C'est difficile à passer. C'est un bloc, c'est quasiment un pavé, alors je ne vais pas l'envoyer. Je peux rester là. Je parlais du mandat impératif qui n'a pas été décrété et arrêté par la Commune de Paris. Donc c'est des bases populaires qui ont compensé les limites de la démocratie directe qui n'existait pas complètement pour faire avancer des choses. Je prends aussi des choses qui n'ont pas été formalisées, comme il y a eu des demandes des bases populaires qui n'ont pas été mises en place. La révocabilité des élus, c'est la même chose. Le 27 mars encore, la délégation centrale des 20 arrondissements demande impératif
et la localité des élus. Voilà, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que Élisée Reclus a dit que la commune était insurrectionnelle et libertaire par le bas et gouvernementale par le haut. Il a dit que l'auteur de la commune, c'est ambiguïté, qu'il y avait un gouvernement qui, par la force des choses, se substituait au peuple. Et c'est pas là une limite de la démocratie directe, tout en rendant hommage, bien sûr, à ce que les 86, je sais plus combien, des élus de la commune ont fait. Et je voudrais terminer en disant que des élus comme Édouard Vaillant, Léo Frankel ont soutenu cette société, cette démocratie directe. Les femmes ont obtenu tous leurs droits, tout ce qu'ont obtenu les femmes, elles l'ont obtenu par des décrets, par des articles, par des choses qu'elles ont demandées. C'est pareil pour la Fédération des artistes. Parce que les femmes qui venaient d'ici, elles étaient en bas. Donc, je ne sais pas si c'est un très beau commentaire, mais ça suscite de nous. Tout ce que vous dites est extrêmement juste. C'est la question du bloc dont je parlais tout à l'heure. En fait, le problème, c'est qu'on a plusieurs dynamiques qui partent en même temps, qui finissent par faire quelque chose de particulier qui s'appelle la commune, mais c'est des dynamiques qui ne sont pas forcément corrélées les unes aux autres. Donc, effectivement, une forme de démocratie par délégation. Il faut bien voir que l'hôtel de ville, dans une situation de siège, ses moyens d'action sont très limités. Donc, en fait, quand bien même il aurait voulu, en réalité, une bonne partie de la décision politique concrète se joue notamment au niveau des arrondissements, puis des comités de vigilance. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a cette espèce, et c'est en ça qu'elle est réellement intéressante dans la commune, c'est que c'est comme si vous aviez toutes les formes possibles de l'expérience démocratique réunies en un événement, mais sans qu'il y ait quelqu'un qui pense comme quelque chose de cohérent. C'est plein d'expériences démocratiques qui s'accumulent les unes. Alors après, on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Si on est de mauvaise humeur, on se dit bon bah c'est un peu n'importe quoi, ça part en tous les sens. Si on est de bonne humeur, on se dit c'est quand même incroyable en réalité que dans une ville insurgée et en situation de guerre civile, on ait autant d'expériences de formes démocratiques qui soient tentées. Et c'est lié notamment au fait qu'il y a un passé très fort, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la pratique du suffrage universel et ce que tu évoquais tout à l'heure sur les associations, c'est très important, c'est le rôle des sociétés ouvrières sur le Second Empire. Il n'y a pas tant de travaux que ça, en réalité on les attend encore, mais c'est des vecteurs de démocratisation par le bas, surpuissants, et c'est tout l'argument de Jacques Ronu, mais là je crois qu'il a vraiment raison, qui prennent la parole, s'expriment, se dévoilent à ce moment-là, ce qui fait qu'il y a déjà... C'est une vraie question ça, en fait. Est-ce que... c'est-à-dire qu'il y a déjà un apprentissage de ces formes de démocratie dites directes, je ne sais pas si le mot est bon, dans le Paris des années 1860. Ça ne vient pas de nulle part, en fait. Il n'y a pas de... Ça ne sort pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des révolutions qui peuvent déboucher sur une figure, au contraire, du chef qui en sort. Il y a plein de choses. C'est là où il y a un substrat parisien particulier qui apporte une touche de démocratie dite directe à l'ensemble de l'expérience de la commune. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas de coordination entre tous ces niveaux-là. En réalité, l'hôtel de ville, ces décrets, il n'a pas vraiment les moyens de les appliquer, ils sont appliqués si les gardes nationaux sur place et les commissaires sur place ont bien envie de les appliquer, sinon il ne se passe rien. C'est le cas dans le 7e arrondissement, ils disent on ne les applique pas, on ne les applique pas. Il n'y a aucune capacité de les mettre en œuvre. Donc c'est en ça où la discussion qu'on est en train d'avoir, tout ce que tu disais sur la question du rapport entre le citoyen et l'historien, c'est en ça qu'en fait la commune c'est une espèce de puissant fond de la réflexion politique. Il faut qu'elle reste ça, c'est-à-dire cette force d'interrogation continue. La démocratie représentative a des limites. La démocratie directe, ça s'appuie sur quelque chose, c'est compliqué, etc. Bon voilà, c'est plus comme ça que je la trouve toujours aussi. Mais à mon avis, c'est même pour ça que c'est une bonne nouvelle qu'elle reprenne place dans les manuels scolaires. Parce que c'est un lieu d'interrogation pour les élèves, sans dire ah c'est super, etc., sans dire c'est horrible, juste qu'est-ce que c'est de faire démocratie dans un espace donné à un moment. Et là il y a un lieu d'apprentissage qui est extraordinaire. Moi je l'ai fait en cours, ça marche tout. La commune a quand même apporté la relocabilité de l'éducation. C'est ça très ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, attention, effectivement, ce que tu viens de souligner, quand même, parce qu'on oublie toujours, en fait, je vais dire un peu, n'oublions pas que l'essentiel de la commune, c'est un combat militaire. Hein, c'est une armée qui se bat. Hein, donc il faut des chefs dans le gouvernement. Voilà. Hein. Et encore, on peut dire justement qu'il y en avait trop de chefs. Hein. Si
on va s'amuser. Donc voilà, effectivement, il y aura après justement toute une interprétation, au contraire qu'elle n'a pas été assez autoritaire, la commune, pour gagner. Si elle a perdu, c'est parce que justement, elle a fait un peu le gouvernement, mais pas assez. Non pas que ça a été longtemps une interprétation de la faiblesse de la commune, c'était qu'au fond, voilà, c'était vraiment des moyens beaucoup plus radicaux, elle aurait peut-être gagné pour l'interrogation, ça peut bien dire, mais voilà, on pourrait donc dire, parce que effectivement, compte tenu de cette situation, elle a été presque très loin dans ces formes-là. Voilà, donc ça me paraît vraiment important à souligner. Oui, dans cette question sur ce que la commune apporte à la réflexion sur la démocratie, elle apporte aussi une réflexion sur les limites, bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment la stabiliser, la structurer Parce que moi, ce que je veux dire, c'est juste que c'est un lieu d'interrogation qui reste constamment ouvert. Et c'est en ce sens-là que je le trouve à la fois actuel, pertinent, utile, etc. Mais pour moi, ça n'est pas deux solutions, ça pose toute une série de questions qui sont toujours en réalité d'actualité. C'était, il ne faut pas oublier tout ce qui peut être aussi l'espace public autre que ceux qu'on évoque actuellement. L'espace public non structuré, ouvert, qui est la rue, qui est le café, l'arrière-salle de café. Là, c'est un champ immense où il y a toujours des espaces de démocratie. Et dans l'atelier même plus industriel, les ouvriers créent des petits espaces de démocratie où ils essayent de conserver un contrôle. Donc il y a une multiplicité d'espaces de la démocratie, pas seulement des espaces les plus évidents. Alors, et y compris donc, toujours déposé dans, y compris tous les espaces de démocratie dans ce que j'ai pu dire, limité, vient toujours le problème de la délégation, du porte-parole. On finit par mettre... Ah oui, oui, on est d'accord. Mais il y a un moment où quelqu'un se met à parler pour les autres. Donc il devient différent. Parce que M. X, qu'on a un petit peu poussé, parce que lui, telle était la raison plus actif, s'il n'est plus ça, on avait eu des travaux sur comment apparaissent les leaders d'organisation de départ. Toi, vas-y, quoi. Voilà, mais à partir du moment où, là, il y a la démocratie, il y a un changement. La vie, oui, d'accord, il n'est pas délégué des porte-parole. Les porte-parole ont déjà quelque chose. Exactement comme ça que ça se passait. Il fallait dire, ah tiens, il fallait, dans ces proto-syndicats, c'est comme ça qu'on simplifiait, les proto-associations, malgré tout, finissaient par dire, ah lui, toi, tu causes bien, toi tu sais des choses, ou toi tu te bagarres bien, toi tu sais taper sur la table, quand il faut, voilà, il y a des tas de critères, pas nécessairement que celui qui parlait bien, qui raisonnait bien, celui qui tapait fort sur la table au bon moment, qui savait mener à une bagarre. Tout ça, à un moment, ça fait porte-parole. Voilà. Là, déjà, on est dans une première phase de tout le monde, il n'est pas pareil. Donc, j'irais déjà à ce niveau-là. Et après, quand on passe à l'histoire sociale, on se rend compte que ce n'est pas des hasards. Quand on prend 100 syndicats, on se rend compte que les 100 porte-paroles, ce n'est pas complètement exactement les mêmes que les 10 000 qui ont nommé ces 100 personnes. Voilà, il y a des spécificités qui commencent à apparaître. Alors, à certains moments, ce ne sera jamais les femmes, par exemple.
tiens, justement, tiens, à tous les secrétaires, c'est que des hommes. Pourtant, toute la base, c'est que des femmes. Donc 95%. C'est quelque chose qui est passé. Voilà, je prends cet exemple. Mais bon, voilà, le problème est beaucoup plus, par rapport à ce que tu dis, à mon avis, plus complexe, parce qu'il se pose tout de suite. Il se pose tout de suite. Quand on va vraiment plus près de la base de l'action de la commune, on le voit, il se fabrique tout de suite. Donc c'est passionnant aussi, mais c'est compliqué. Vous avez pu remarquer que ça se passe très très bien, j'en témoigne à cette table. Mais vous avez aussi remarqué qu'il y a un seul micro. Alors, c'est moi qui ai le micro, vous comprenez? Je suis gentil, je n'ai pas mes camarades ici. Mais je pourrais vous voir de monopoliser ce micro. Hein? Et voilà. C'est un enjeu. Voilà, le micro devient un enjeu. Oui, il y a plusieurs mesures. Plusieurs mains. Allez-y. Je vais parler seulement pour poser ma question. La dame a posé elle-même une question relative à la révocabilité des idées municipaux de la commune. Est-ce que c'est bidon ou est-ce que ce principe est réellement appliqué? Est-ce que tout le monde a compris? Merci. Alors le principe, il n'est pas bidon, il n'est pas appliqué avec la même vigueur tout le temps, c'est toujours la même histoire, mais c'est dans les archives, je suis tombé sur le cas d'un maire qui avait volé paire de drap, très important en situation de guerre civile. Donc du coup, il doit démissionner publiquement en faisant un mandat parce qu'il n'a juste pas été à la hauteur de son mandat. Donc ça on en trouve plein des histoires comme ça. Mais celles qu'on ne trouve pas, c'est toutes celles où il est resté en place alors qu'il s'est passé quelque chose qui va pas. Donc je ne peux pas dire qu'il a été appliqué systématiquement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une règle qui a été appliquée et qui était connue de tous dans le Paris communal. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas une règle qui est inventée pour la commune. C'est un principe républicain qui est pensé bien auparavant, dès 1848 et même un peu auparavant. Simplement la différence, c'est qu'il est effectivement pratiqué. Même pas de façon systématique, c'est quand même déjà très impressionnant en réalité quand on va dans les archives. Il n'est pas pratiqué pour les membres de la commune. Il n'a pas révoqué et le conseil municipal, pour simplifier, il n'a pas été pratiqué jusqu'à ce niveau-là. C'est moi, donc effectivement, je n'ai pas vraiment vu de ça, mais au fond, parce que dans l'idée de la commune, enfin de cette démocratie, en tout cas de certains, sont des choses, c'est pas nécessairement la révocabilité qui est la question. La question, c'est que ces élus, entre guillemets, devraient être, au fond, les porte-paroles de. Ils doivent suivre leurs électeurs. Ils ne sont pas là. Ils ont un mandat impératif, mais pas seulement un mandat impératif. C'est pas seulement un mandat impératif, c'est le fait qu'ils sont représentants, au sens qu'ils doivent représenter leurs électeurs, les opinions de leurs électeurs tout le temps. Ils ne sont pas là pour représenter leurs opinions. Ils sont là pour représenter les opinions de leurs électeurs. Ils sont leurs hommes d'affaires. Ils font les affaires de leurs électeurs, qu'on disait. Ils sont là pour faire les affaires de leurs électeurs. Ils sont là pour faire ce que les électeurs veulent. Ils ne sont pas là pour dire, moi, je suis là pour faire telle politique. Non. Ils sont là pour faire la politique que le peuple veut, parce que le peuple n'abdique pas sa souveraineté. Le peuple, il doit rester souverain tout le temps. Vous connaissez l'exemple que Rousseau évoquait dans le contrat social, où il disait quel est le peuple où il y a le moins de démocratie? Ça, au XVIIIe siècle. Il répond le peuple où il y a le moins de démocratie. C'est l'Angleterre. Ah non, alors, au XVIIIe siècle, l'Angleterre est le seul pays qui a élu de façon avec un suffrage très discutable, etc., qui a vraiment une chambre qui n'est pas seulement de l'ordre, mais qui est des communes,
qui peut voter des lois, qui peut intervenir sur le budget, ça. Et voilà, vous sauf là, là, c'est vraiment, là, c'est là, bon. Pourquoi il dit tout simplement, le peuple anglais se croit libre. Il est libre un jour tous les 4 ans. Il est lycéen. Alors, ce jour-là, il est libre. Et après, pendant 4 ans, il y a un dictateur. Il y a un dictateur qui, en plus, est d'autant plus puissant qu'il a la légitimité d'avoir été élu. Alors, puisqu'il a été élu, moi, j'ai le droit, des droits, avec un D majuscule. Donc, il dit, voilà, c'est le contraire. La démocratie, on n'aliène pas sa souveraineté. C'est extrêmement compliqué, c'est très joli à lire. Hein, on vient de voir l'extrême complication, enfin, qu'on a énoncé le principe, de le faire. Hein, de le faire. Est-ce qu'il y a des exemples, vous avez des exemples de révocabilité pour ne pas avoir défendu les opinions, les idées pour lesquelles vous l'avez écrit? La question posée, c'est est-ce qu'il y a eu un exemple concret de révocation pendant la Révolution? On l'a évoqué tout à l'heure, mais non, c'est pas de la révocabilité. L'exemple concret que je connais, c'est pas ça. Attendez. Ça a été un truc fait dans le 4e arrondissement, très particulier. On ne peut pas rentrer dans les détails de majorité-minorité de la commune, mais les élus du 4e arrondissement sont en majoritaire la minorité. Internationalistes, ils ne sont pas dans la majorité jacobine, enfin bon, ils ne sont pas pour la création du comité de salut public, ils ne sont pas toute une série de mesures qui sont prises et qui coupent la commune en 2 partis politiques très compliqués. On a évité de faire l'histoire politique de la commune parce que ça rajouterait une couche de complexité sur les tendances de la commune. Bon, en tout cas, voilà, ils sont ce qu'on appelle la minorité de la commune. 4 des 5 élus, sauf Amou, qui est dans la majorité, mais les 4 autres sont les Vance, etc., qui sont dans la minorité dite internationaliste de la commune. Ils ont voté contre le comité de salut public et ils ont même, à un moment dit, ça va vers la dictature, on ne viendra plus assister à la commune. Réunion des électeurs du 4e arrondissement. Les électeurs, il y a tout un débat, alors on a le compte-rendu intégral du débat tout à fait passionnant qui se passe, beaucoup d'intervenants de ces électeurs du 4e arrondissement, et une majorité très large se prononce contre la position politique des élus. Et le français, qui est élu du 4e arrondissement, et qui est dans cette minorité, il dit bon, on est révoqué. Je ne suis pas d'accord, mais je vais suivre ce que mes électeurs. Alors, c'est pas une situation non plus toujours facile. Bon, je vais appliquer une décision de mes électeurs qui n'est pas complètement ce que je pense. Tout est compliqué, mais tout est passionnant. C'est ce qui se passe dans la commune. Tout est compliqué, parce que ça suppose que l'élu, parce qu'il croit qu'effectivement le représentant du peuple doit appliquer ce que ses électeurs lui disent constamment, il va être amené à appliquer une décision qui n'est pas celle tout à fait qui partage. Mais voilà, il dit, bon, moi je respecte mes principes, je ne suis que le mandataire du peuple, donc voilà, je vais revenir à la commune, pour d'autres raisons faites. Je pense qu'il ne faut pas trop se diviser. Mais en même temps, il applique cette décision de ses élus. Voilà. Donc, ce n'est pas une révocabilité, vous voyez, c'est l'idée que les élus suivent les avis de. Alors, c'est aussi, voilà. Voilà.
que les élus, en fait, tous les membres de l'administration sont virtuellement révocables si ça ne se passe pas bien. Et c'est particulièrement vrai aussi de tous les élus de la garde nationale. Alors, on a un bon exemple, c'est celui du colonel Combas de la 6e Légion. Lui, c'est un volontaire qui a fait la guerre pendant ce qu'on appelle la glorieuse révolution d'Espagne. C'est un garibaldien, donc il arrive à la tête de cette légion avec le savoir-faire et la réputation d'un militaire qui a déjà combattu pour la cause républicaine. Et le problème qu'il rencontre, c'est le suivant, c'est qu'en fait il est dans un arrondissement qui est divisé en deux. Donc il y a une petite partie ultra-républicaine qui trouve qu'il fait son tête. Donc il vraiment déteste. Et les autres qui sont plutôt des mous et qui n'ont pas trop envie d'aller au combat. Et donc, je dis des mous, mais eux, ils estiment qu'ils n'ont pas envie d'aller au combat, ce qui se comprend parfaitement pour les communes. Donc ils font des élections, et ces élections sont défavorables au colonel. Explique le colonel, la question, écoutez le peuple, mais en fait, quand on a affaire à une opinion aussi divisée, on fait quoi? Donc il est obligé d'abandonner ce poste, mais la solution n'est jamais résolue pour le 6e arrondissement, puisque l'arrondissement en question est tellement divisé qu'il n'y a aucune entente possible en fait entre ces différents groupes. C'est ce que disait Robert, c'est compliqué parce que chaque situation est une espèce de précipité de ces problèmes qu'on connaît bien par ailleurs. Là, c'est comme si c'était tous concentré sur 72 jours et tous les quartiers qu'on peut imaginer. Oui, on n'en sort pas de la commune, c'est extraordinaire ce qu'on peut, comment on peut la travailler, qu'est-ce que ça peut nous apporter. On aurait le temps pour une question si... Comment s'est passé l'incendie de la mairie avec les bombes des archives? Comment se fait-il que ça ait eu lieu dans chaque mairie d'arrondissement? Par exemple, dans la mairie de Laurentienne, où j'habite, je ne pense pas que l'incendie des archives aurait pu avoir lieu parce qu'il y avait une certaine organisation. Sur la question d'incendie, je peux vous répondre, je peux faire laisser. Moi, je dis que dans la mairie, il y avait qu'il y avait un désordre au point de mettre le feu dans les archives. Je n'ai pas dit seulement le feu aux archives, j'ai dit le feu à l'hôtel de ville, pour être plus précis. Donc, voilà, donc ils n'ont pas effectivement brûlé les véhicules des 20 établissements. Alors là, ça nous a fait pourquoi est-ce que l'hôtel de ville a brûlé? C'est une question très complexe, qui est renvoyée à la fois au désespoir, à rage, à des erreurs de stratégie militaire, à des tas de choses qu'on n'a pas le temps de développer. Ils n'ont pas nécessairement voulu absolument détruire. Ils ont voulu détruire certaines archives, parce qu'ils pensaient que les laisser aux mains des Versaillais pouvait être dangereux. Certains le disent, ça peut être dangereux.